Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux invités, Julien et Florent. Mais avant de vous les présenter, simplement pour vous présenter le titre, donc Décret Bax et tertiaire, de la théorie à la pratique. Donc aujourd'hui, on va aborder différents thèmes. On va revenir sur l'aspect normalisation, l'aspect pratique et mise en œuvre. N'oubliez pas de poser toutes vos questions sur le chat en direct sur la plateforme Webex et nous y répondrons plutôt à la fin de ce webinaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc nos invités. Alors je vais pas être très polie, mais je vais me présenter d'abord. Donc Estelle Bertin, moi je suis responsable des partenaires et en charge du lien notamment avec BACnet France, qui est notre invité d'aujourd'hui. Donc j'inviterai Florent à se présenter. Mais dans un premier temps, alors je le présente quand même, Julien Igalon, donc qui est notre responsable marketing plutôt sur la partie produit, supervision, panorama. Donc Julien, je te laisse dire quelques mots te concernant. Bonjour, merci Estelle. Bienvenue, aujourd'hui c'est moi l'invité, je ne suis pas le présentateur. En tant que spécialiste de 15 ans dans la supervision dans le sens global du terme, à travers tous les usages de nos clients, de la supervision dans tous ces domaines, dans tous ces métiers. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous aborderons la gestion technique de bâtiments et nous irons peut-être un petit peu plus loin d'ailleurs. Et j'essaierai d'apporter comme d'habitude une vision technique et une vision business. Merci Julien. Et Florent, je te laisse te présenter et puis également présenter BACnet France, nous dire quelques mots concernant cette association. Et puis après, on va démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Très bien, merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je me présente Florent Trouchu. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Merci pour l'invitation. Donc je suis le délégué général de l'association BACnet France que je vais vous présenter rapidement. L'association BACnet France donc, a pour but de promouvoir le protocole de communication standardisé qu'on appelle BACnet en France. BACnet qui est un acronyme pour Building Automation and Control Network. Cette association a été créée en 2007 à l'initiative des industriels de la régulation GTB qui sont regroupés au sein du syndicat ACR, que j'ai aussi l'honneur de représenter. Et c'est une association de filière qui a pour but de réunir donc, finalement une communauté d'acteurs divers pour ensemble développer l'usage du protocole BACnet en France, promouvoir les bonnes pratiques, faire remonter des spécificités nationales par exemple au niveau européen et international, et globalement favoriser les échanges de la filière. Et pour ça, on a de fortes interactions à la fois avec le syndicat ACR, les bureaux de normalisation de notre domaine, le BNTech, et puis d'autres initiatives plus internationales comme la certification BTL ou la plus récente initiative IBLIS que je vous présenterai un peu plus tard. En quelques mots aussi pour présenter les actions qu'on a le plaisir de conduire en ce moment. On a, il faut le savoir, une formation qu'on dispense gratuitement. On offre finalement à la filière une fois par an, dispensée par notre centre d'expertise Agilicom. La prochaine ayant lieu le 15 mars 2022 et les inscriptions seront bientôt ouvertes. On a également tout un relais d'information institutionnelle, donc je vais en parler tout à l'heure, la certification et bien sûr tout ce qui est évolution du cadre normatif. Notre journal BACnet France, qui est l'action finalement la plus visible, le dernier numéro qu'on a sorti il y a à l'occasion du salon IBS. On a également une chaîne YouTube, où vous retrouvez différentes vidéos pédagogiques sur le protocole, des animations de groupes de travail comme la commission réseau et protocole SBA, et puis évidemment une participation à de nombreux événements phares de notre secteur. Et pour vous présenter un point qui nous tient à cœur, puisque je l'ai dit, je représente à la fois l'association BACnet et les industriels réunis au sein du syndicat ACR, on a vraiment une approche standardisée, une stratégie industrielle qu'on applique à notre secteur. Rapidement, l'objectif de nos solutions, quand je dis nos solutions, c'est les produits, services, logiciels de régulation, gestion technique du bâtiment, ont pour objectif d'obtenir un confort maximal des usagers, d'un point de vue thermique, productivité, santé, avec le minimum de consommation énergétique. Notre enjeu, il est d'autant plus important qu'on s'attaque à réduire la consommation énergétique et bien sûr les gaz à effet de serre. Donc le sujet, c'est vraiment la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, on construit des bâtiments très performants. Il faut maintenant mettre à niveau le parc existant. Pour cela, on a un arsenal réglementaire qui existe, donc que je vais vous présenter un peu plus tard. Et nous, notre objectif, c'est de standardiser
l'approche métier de nos solutions pour pouvoir avoir des solutions pérennes, efficaces, sûres, qui durent dans le temps. Et donc, en s'appuyant sur des référentiels normatifs de certification, on a la confiance du marché et on la consolide. Voilà. Donc à présent, merci Florent pour cette présentation assez étayée. Il est vrai que BACnet France interagit et les membres interagissent aussi dans un contexte qui nous est propre. Donc dans l'introduction, on va revenir un petit peu sur ce contexte réglementation France et aussi européenne. Dans un deuxième temps, donc revenir vraiment dans le détail sur le cadre réglementaire qui est l'objet de notre webinaire, décret BACS, décret tertiaire RE 2020. Et puis ensuite, on va revenir sur les aspects techniques, comme on vous l'avait promis, aussi un peu la mise en pratique de cette réglementation pour y parvenir, notamment par rapport aux objectifs qui sont alloués. Et puis enfin, donc conclure et vous revenir sur les points principaux à retenir et puis un petit peu les prochaines étapes pour pouvoir vous accompagner sur ces différents sujets. Donc je vais démarrer au niveau de l'introduction. Donc il y a une statistique qui est plutôt intéressante qu'on a relevée avec l'équipe, qui est que pour 84% des Français, le dérèglement climatique est une des inquiétudes. Alors, évidemment, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas non plus une journée sans qu'il y ait une publication sur le sujet de l'environnement. D'un point de vue environnement professionnel, on est vraiment sur une thématique de la diminution de l'empreinte carbone des bâtiments. C'est vrai que Codra est extrêmement présent dans ce contexte, avec la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de GTB, mais également aussi d'accompagner nos clients sur cette un petit peu, je dirais, donc de travailler vraiment sur l'accompagnement des remontées de données sur la consommation énergétique des bâtiments. Donc c'est vrai que d'un point de vue thématique globale, jusqu'à présent, et je pense que vous n'allez pas me contredire aujourd'hui, on était plutôt sur une consommation à outrance de l'énergie. Alors quand je dis jusqu'à présent, c'était il y a quand même il y a quelques années où cette prise de conscience a été faite. Mais on ne regarde pas ce qu'on consomme comme énergie, on consomme parce qu'on en a besoin et parce que on fait en sorte d'avoir de plus en plus de demandes. La réglementation environnementale est venue justement encadrer ce sujet pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et puis on a vu que malheureusement la consommation à outrance engendrait des dévastations assez néfastes pour l'environnement. Donc les dispositions qui sont prises impactent les métiers d'exploitation et de maintenance des bâtiments existants. Et bien évidemment, si on construit du neuf, on va prendre en considération l'ensemble de ces réglementations. Au niveau contexte, la France n'est pas seule dans son coin. L'ensemble des pays européens sont concernés par le sujet. Donc il y a eu le European Green Deal qui est sorti sur le sujet. Et l'objectif, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050. Donc de réduire, si on veut reprendre un taux extrêmement précis qui est énoncé dans le texte, de réduire leur émission d'au moins 55% d'ici à 2030. C'est un challenge, mais voilà, il faut se fixer aussi des objectifs qui soient précis pour pouvoir les atteindre. Je vais refaire juste un petit live sur la partie chronologique, où en fait les décrets tertiaires et BACS sont sortis ces 2 dernières années, mais bien avant, on avait quand même le Grenelle de l'environnement avec un engagement national qui a été pris en 2010 sur le sujet. Et puis on a eu la RT 2012, donc avec un objectif un peu plus de limiter la consommation énergétique des bâtiments. La loi Elan qui est sortie en 2018. Tout ceci vient, on le voit aussi avec l'évolution des textes, d'être de plus en plus précis par rapport à ce qu'on souhaite faire. C'est vrai qu'il y a eu la COP26 il y a pas très longtemps. Il y a aussi un petit peu des déceptions par rapport aux objectifs fixés. C'est pas non plus évident de se mettre d'accord tous sur des objectifs communs. Donc le cadre réglementaire, en tout cas en France, vient préciser ces informations.
Je laisserai Florent revenir plus en détail sur l'ensemble des textes et cette chronologie avec les objectifs à 2030, 2040 et 2050. Pour poursuivre sur le cadre réglementaire, Florent, je te laisse la main sur la suite. Merci Estelle. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cette vision chronologique des textes réglementaires législatifs. J'ajouterai une dimension qui est très importante pour introduire le décret BACS et le décret tertiaire, c'est la dimension européenne, puisque ces textes viennent directement répondre à des textes européens, pour pas citer la directive performance énergétique des bâtiments et la directive efficacité énergétique. On a effectivement, avec ces décrets, ce qu'on appelle une transposition des obligations européennes en droit français, et ça vient structurer, cadrer, comme tu le disais tout à l'heure Estelle, le marché d'un point de vue obligation d'économie d'énergie. Je vais peut-être directement rentrer dans le détail de ces différents textes avec le slide suivant. Donc le premier texte est un texte très important pour notre industrie et pour l'ensemble du marché et de la filière, c'est le décret BACS. Donc BACS, c'est l'acronyme anglais de l'industrie de la régulation GTB, à savoir Building Automation and Control Systems. Ce que nous dit ce décret BACS, c'est d'abord de reconnaître le rôle fondamental de la régulation GTB, donc des systèmes d'automatisation de contrôle, dans la capacité des bâtiments à réduire leur consommation énergétique tout en ayant un niveau de confort. Alors, elle vient, cette directive vient, ce décret vient donc reconnaître ce rôle important de la GTB, mais il vient aussi ajouter une obligation d'installation d'un système de régulation GTB performant pour un certain type de bâtiment. Typiquement, quand on a une installation de CVC qui est supérieure ou égale à 290 kW, eh bien, on est obligé, les propriétaires des bâtiments seront obligés d'installer au 1er janvier 2025 un système de GTB performant. Alors, comment est-ce qu'on détermine un système de régulation GTB performant? Eh bien, on s'appuie sur des référentiels normatifs qui vont aller préciser l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour avoir un système dit performant. Et donc, on s'appuie sur un système complet de la couche terrain à la couche automate jusqu'au système de management, qui vont pouvoir assurer ce qu'on appelle, et je le développerai plus tard, ce qu'on appelle la gestion en fonction de la demande réelle. Et tout ça ne peut être mis en œuvre à coût maîtrisé que si on utilise les protocoles dits standardisés ouverts comme BACnet, KNX et d'autres aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondateur pour nous et qui résume finalement une exigence de moyens. Le texte suivant, qu'on appelle ici décret tertiaire, est finalement une exigence de résultat. Alors, pour être tout à fait précis, le décret tertiaire, son vrai nom, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire, puisqu'on va retrouver un décret, donc de 2019, associé à deux qui va préciser le cadre général, les objectifs, tu l'as dit Estelle, des 40, 50 et 60% d'économie d'énergie à l'horizon 2050. Et puis un arrêté qui va définir la méthode d'évaluation de ces économies d'énergie, et un deuxième arrêté qui vient, lui, définir des niveaux de seuil, finalement des niveaux de consommation de référence selon les secteurs et les typologies de bâtiments. Alors, ce qui est très important dans ce dispositif, c'est qu'il y a une obligation de présenter ces résultats, donc de faire du reporting sur une base officielle pilotée par l'ADEME, qui s'appelle donc Opérat. Les premières obligations de reporting vont être à l'été prochain, et chaque acteur, chaque assujetti à ce décret, donc c'est pour grosso modo les bâtiments supérieurs à 1000 m², bâtiments tertiaires, ces assujettis vont devoir présenter leur consommation d'énergie finale. Toute énergie, enfin tout usage confondu. Donc c'est vraiment très important. Et deuxième aspect de ce décret qui est fondamental pour savoir comment on va effectivement réduire les économies d'énergie, réduire la consommation énergétique, il est nécessaire, il est même demandé, obligatoire d'avoir un plan d'action. Plan d'action d'économie d'énergie. Et le travail est un peu balisé, donc on va retrouver des efforts à faire évidemment sur l'enveloppe, la performance thermique du bâtiment,
Puis on va avoir des aspects plus ciblés sur la performance des équipements, ce qu'on peut appeler aussi les dispositifs d'économie, enfin de gestion active dans nos textes. Et puis bien sûr des choses sur les modalités d'exploitation des équipements en tant que tels. Ça va permettre de cibler tout de suite les efforts à faire sur l'amélioration finalement d'un système de GTB qui soit existant. Enfin, évidemment, s'il n'y en a pas, ça devient un incontournable. Mais souvent, il y a une GTB qui est soit pas optimisée, soit mal utilisée. Donc, les efforts vont pouvoir très facilement être ciblés là-dessus de manière assez concrète et précise et qui vont tout de suite donner des résultats. Ce qui est important à savoir aussi dans ce dispositif-là, c'est que on donne des obligations d'économie d'énergie à des assujettis. Ils ne sont pas privés et même ils sont fortement encouragés à utiliser tous les dispositifs de financement qui peuvent exister, comme typiquement les certificats d'économie d'énergie. Et une des fiches, puisqu'on appelle ça des fiches d'opération standardisées qui sera massivement utilisée, sera la fiche, la BAT TH116, qui propose une subvention dès lors qu'on installe une GTB dite performance, donc de classe B selon la norme en vigueur que je vous présenterai tout à l'heure. Et un dernier mot pour compléter cette triptyque finalement, exigence de moyens, exigence de résultats et puis financement finalement, c'est évidemment le plan de relance. Le plan de relance qui a été mis en œuvre suite à la pandémie, mais qui vient évidemment répondre aux enjeux de société et donc aux objectifs de rénovation énergétique. Donc ce plan de relance, c'est 7,5 milliards d'euros quand même sur 2 ans, rien que pour le secteur du bâtiment. Donc très important, avec là aussi ça vient des objectifs, enfin des exigences communautaires au niveau européen. On a une exigence du rôle exemplaire du secteur public. Par conséquent, il y a beaucoup d'argent, donc 2,7 milliards sur les bâtiments d'État, 1,3 sur les collectivités. Et puis donc tout un plan qui vient préciser quelles sont les opérations éligibles et en particulier les opérations dites à gain rapide qui font directement référence à des solutions type GTB. Ce plan de relance là aussi va pouvoir être cumulable avec les opérations standardisées de certificat d'économie d'énergie. Donc on a vraiment avec ce package, ce triptyque que je disais, la possibilité, les moyens et le cadre pour réaliser effectivement de l'économie d'énergie. Merci Florent. C'est vrai qu'on a vu un cadre réglementaire qui est quand même assez précis, qui est composé d'un triptyque qui est assez logique. Donc à présent, on va aborder les aspects davantage techniques sur le pilotage et la mesure. Donc dans un premier temps, Florent, je te laisse poursuivre sur la partie référentielle technique principale et puis de rentrer un peu plus dans le détail de notre sujet. Ouais, avec grand plaisir, parce qu'effectivement, c'est très important d'avoir un cadre réglementaire précis. Néanmoins, dans la façon dont on va déployer les solutions pour effectivement atteindre les résultats attendus, eh bien, il faut s'appuyer sur un certain nombre de références techniques qui sont donc essentielles à développer et à maintenir dans le temps. En ce qui concerne le domaine de la régulation GTB, on a un référentiel technique principal qui est la norme NF/EN 15232-1 2017, qui vient finalement déterminer l'impact, la contribution de la régulation GTB à la performance énergétique du bâtiment. Donc on est dans un référentiel qui s'inscrit dans une approche dite globale de la performance énergétique sur des travaux de normalisation issus du travail de la Commission européenne, financé par la Commission européenne d'ailleurs, mais qui est depuis le début porté à l'international avec notre partenaire ISO. Et d'ailleurs, cette norme 15232 est en cours d'être adoptée, cours d'adoption, à l'ISO. Alors, on vient effectivement déterminer ce qu'est un système de régulation GTB avec une vision transversale finalement de la performance où poste par poste, ou j'allais dire usage par usage, on va pouvoir déterminer la bonne régulation au bon moment et le niveau de fonctionnalité qui est nécessaire. Vous savez qu'on analyse la performance énergétique en découpant finalement le niveau de transformation de l'énergie, de la génération
au stockage, en passant par la distribution et l'émission d'énergie. Et donc à chaque poste, on va pouvoir optimiser la manière dont on régule ou qu'on consomme finalement l'énergie. Cette norme elle vient définir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour avoir une bonne régulation. Elle permet aussi de classifier les systèmes entre eux. Donc on a une classification assez simple, hein, ABCD, le D étant finalement correspondant à un fonctionnement manuel du bâtiment, le C est la base de référence, hein, typiquement en thermostat ou une régulation en fonction de la température de l'extérieur pour ce qui est du chauffage. Et puis à partir de B et A, on va venir vraiment sur des systèmes qui optimisent la performance au niveau global et non plus système par système, ce qui va permettre effectivement d'avoir des systèmes plus performants et qui permettent de mettre en œuvre ce qu'on appelle le Energy Control on Demand, ou une gestion en fonction des besoins réels, en fonction de l'usage réel. Alors je le répète aussi parce que c'est important, souvent quand on parle de normalisation ou de normes, on a cette vision de quelque chose qui devrait être imposé, obligatoire, hein, on parle souvent des normes locales ou des choses comme ça. Ici, on est bien sur la normalisation volontaire. Donc ce sont principalement les industriels et leurs partenaires, les laboratoires d'essai, les éditeurs de logiciels, qui vont se mettre autour d'une table et définir ensemble la bonne manière finalement de faire de la bonne régulation. Et cette approche est volontaire. Et c'est pour ça que c'est très important et très consensuel. En tout cas, ça permet d'agréger un certain nombre de savoirs, ce qui fait qu'après le réglementaire va pouvoir s'en servir en disant bon bah sur ce sujet-là, j'ai déjà un consensus, donc il ne me reste plus qu'à mettre le niveau d'exigence à un certain niveau. Mais l'ensemble des connaissances est déjà accepté par l'ensemble de la filière. C'est très important. Alors, je vais continuer en détaillant un tout petit peu plus ce qu'on entend par le Energy Control on Demand, ou je le répète, la gestion en fonction de l'usage réel. On va finalement avoir un système, une fonctionnalité qui va permettre d'avoir un échange de données entre les postes consommateurs d'énergie et les postes producteurs d'énergie. Vous voyez le petit slide sur la droite qui est issu de la norme et qui montre finalement la diffusion de l'énergie du générateur en passant par la distribution, voire le stockage à l'émetteur dans la pièce. Eh bien, l'information, elle, va circuler de l'émetteur. Alors, typiquement, je suis dans la pièce ou je ne suis pas dans la pièce, etc. Je vais pouvoir ajuster mes informations au niveau de la distribution, dire à la distribution arrête de chauffer cette pièce, je n'ai plus besoin, je suis au niveau bien, voire que la distribution puisse aussi échanger avec le générateur pour dire au générateur arrête de fonctionner, j'ai la bonne température, ou au contrario remets-toi en marche car je n'ai pas la bonne température. Typiquement. Et ça va permettre d'avoir une gestion optimale de l'énergie et on va pouvoir effectivement produire uniquement l'énergie qui est nécessaire pour le besoin attendu, à savoir par exemple la température de consigne dans une pièce. Donc c'est absolument fondamental pour optimiser l'énergie et drastiquement faire des économies d'énergie. Par rapport à des solutions classiques manuelles, on vient facilement obtenir des 20, 30, 40% d'économies d'énergie sur les usages. Donc voilà, cet échange de communication se fait parce que justement la communication, comme tout langage, est codée donc dans ce qu'on appelle des protocoles de communication. Et cette fonctionnalité, donc qui correspond à la classe B de la NCARS 232, ne peut être mise en œuvre que par des protocoles de communication standardisés ouverts, c'est-à-dire des équipements qui entre eux vont finalement parler le même langage, être interopérables, et puis donc permettre que à des coûts maîtrisés, on puisse faire évoluer une installation tout en maintenant cette fonctionnalité. Du coup, d'un point de vue vraiment pratique sur la mise en œuvre de ces réglementations, on va retrouver très rapidement des protocoles ouverts comme BACnet, qui est le fer de lance aujourd'hui en gestion technique de bâtiments, et aussi au travers des produits Panorama. Pour rappel, bien sûr, BACnet est un protocole uniforme, ouvert, extensible, qui supprime les difficultés de cloisonnement ou d'interopérabilité ou d'attachement à une marque. C'est ce qu'on appelle la pérennité apparente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir plus ou moins facilement remplacer un équipement par un autre, tout simplement déjà pour la pérennité dans le sens de fourniture des équipements, puisqu'on parle de plusieurs décennies pour l'application de ces décrets, de ces optimisations énergétiques. On pointe sur 2050. Il est illusoire de croire que les matériels vont subsister plus d'une vingtaine d'années en fabrication, ce qui sera déjà beaucoup de choses.
D'autre part, tout ce qui va être la mise en service et les communications au travers des différentes marques. On a réellement un protocole qui permet à l'équipement de marque A de communiquer avec l'équipement de marque B. Donc de manière optimale, on peut choisir les meilleurs équipements qui sont les plus adaptés à un usage particulier ou à une circonstance. Bien évidemment, la solution IP est largement éprouvée et devenue incontournable dans le monde de la gestion technique de bâtiments. BACnet s'appuie très facilement sur cet environnement. Et toujours IP, au-delà donc du protocole BACnet, le support IP est aujourd'hui omniprésent aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur. On le verra que l'avenir ne porte pas que sur le fonctionnement isolé du bâtiment. Tout ce qui va être aussi la communication propre à certains types d'équipements. On parlait tout à l'heure en off des équipements DALI, du KNX, du LON. Eh bien, BACnet sait s'affranchir et sait interopérer avec ce type d'équipement au travers de passerelles qui permettent de fédérer et regrouper les cloisonnements apparents sur certaines technologies. Nous allons voir aussi, avec l'avènement assez récent par exemple, de BACnet Secure Connect, que le niveau de cybersécurité peut être adapté. Donc, au travers soit du protocole, soit au travers même de l'infrastructure, avec la création de VLAN ou ce genre de choses sur le réseau IP, et au travers aussi des logiciels de niveau supérieur, type Panorama, qui sont certifiés ou qualifiés. On l'a vu juste avant avec la partie énergie en demande, la continuité d'information entre l'usager qui va demander une utilisation particulière et tout le système GTB qui va s'adapter, réagir à cette demande. Et bien là, au travers d'un protocole comme BACnet, on a vraiment toute la chaîne qui est suivie par le même protocole. On a vraiment l'équipement qui permet de faire cette demande jusqu'à l'actionneur qui va ouvrir une vanne ou mettre en route la ventilation. On a un même protocole, une même continuité qui va d'un bout à l'autre. Donc on peut vraiment atteindre cet objectif de produire à la demande ce qui est réellement demandé. Grâce aussi à des fonctionnalités particulières de BACnet qui fait que ce protocole est particulièrement adapté à l'environnement bâtiment tertiaire, c'est les fonctionnalités par exemple de Relinquish que j'ai déjà pu aborder dans d'autres webinaires où on va pouvoir prioriser, donner un certain poids à chacune des commandes des différents utilisateurs ou des différents équipements qui permettent de construire une intelligence et des principes de fonctionnement très utiles à la gestion tertiaire du bâtiment. Dans un deuxième temps, on a aussi BACnet qui contribue à la concrétisation de ces décrets à travers de ces nouveaux usages, au travers de la fonctionnalité par exemple Secure Connect de BACnet qui permet de fédérer différents sites, différents établissements où on peut avoir par exemple des clients dans le secteur bancaire qui ont tout un parc immobilier présent en Île-de-France pour pouvoir rapprocher les similarités et les différences entre ces différentes installations pour pouvoir comparer des mesures de performance énergétique, de consommation, d'état de l'installation, de maintenance, que ce soit en temps réel ou en temps différé. Alors BACnet va plutôt s'appuyer sur des informations temps réel, d'échange temps réel, et la partie plus infosphère ou infoservice, où on va retrouver les systèmes de performance énergétique, de pilotage d'installation, de supervision. Eux vont plutôt s'appuyer sur du temps différé et des notions statistiques. Mais toute la qualification de données, qu'on va voir aussi juste après, dans ces référentiels normatifs d'information, passe par toute cette chaîne. C'est-à-dire de l'équipement jusqu'à la supervision, jusqu'au traitement temps différé, jusqu'à la maintenance, jusqu'au cycle de vie du bâtiment. On va retrouver des éléments de reporting, de maintenance, de performance énergétique, de BIM. On en a parlé encore récemment dans un webinaire. Bien évidemment, il faut que tous ces éléments supportent la continuité de ce référentiel technique, comme peuvent le faire bien sûr les solutions Panorama au travers de Panorama E2, qui est le système de supervision, le système d'IHM, et Panorama H2, H2 Énergie, H2 Reporting, qui permettent de faire du suivi et de l'analyse, de la compréhension du comportement du système et d'essayer d'affecter des causes et des conséquences à toutes les mesures et à toutes les observations qu'on peut faire sur nos installations. Donc merci Julien, ça me permet de présenter à mon tour ce que j'appelle ici l'approche standardisée des systèmes de régulation GTB, donc des BACS. Donc attention, c'est ici une représentation en condensé de notre approche conceptuelle et systémique.
qui est porté, développé au niveau international, non seulement par les industriels CVC, la régulation, mais aussi les informaticiens, qui ensemble font le constat que les bâtiments évoluant évidemment autour d'une infrastructure IP portée par le système de régulation GTB, il faut bien le dire, ce système va s'enrichir progressivement avec les évolutions technologiques de tout un tas de services, web services, usages qui vont mettre à mal finalement le bon fonctionnement des systèmes de régulation GTB dans le temps et de pouvoir effectivement assurer toujours un confort maximal avec une consommation d'énergie minimale. Donc cette conception spécifique, conceptuelle, elle vient dire quoi? On va partager ensemble une infrastructure réseau, donc la brique du milieu ici que vous voyez. Donc on se dit effectivement tous les équipements doivent communiquer en IP, enfin sur leur réseau IP, puisqu'effectivement l'IP permet l'adressage unique, qui va être le moyen de faire une communication bidirectionnelle, par exemple entre l'émetteur et l'automate, ou l'automate et la supervision, etc. Donc ce réseau IP, il va être le lien entre deux aspects fondamentaux et néanmoins différents de la gestion du bâtiment finalement. C'est la couche terrain, donc la brique du bas ici sur ce schéma, où on va recevoir, il va y avoir un traitement des données physiques réelles, typiquement la température, l'éclairage, ce genre de choses qui sont d'usage immédiat de la donnée. Et puis, on va distinguer en revanche ce qu'on appelle l'infospace, qu'on peut imaginer un peu que c'est le cloud. Cet infospace, là, il va y avoir à la fois du stockage, mais aussi du traitement de données qui, elles, ce traitement se fait en différé. C'est typiquement pour des usages de type reporting, évidemment, mais aussi gestion des salles ou gestion de, que sais-je encore, des places de parking, des choses comme ça qui vont pas nécessiter un usage énergétique direct, réel. Donc, c'est très important d'avoir cette représentation conceptuelle du système de régulation GTB pour que demain, on puisse avoir des smart buildings efficaces dans ce sens où la donnée va avoir du sens et on va pouvoir mutualiser une même donnée. Et au lieu d'être dans une espèce de frénésie de production de données, finalement, en imaginant qu'on va pouvoir la valoriser, ce qui peut être vrai, mais qui n'est pas toujours vrai, on va avoir une donnée qui a du sens et qui peut être utilisée partout de la même manière, en tout cas qui va avoir la même information, qui va contenir la même information. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette dynamique portée par les industriels depuis maintenant 3-4 ans s'appuie sur les protocoles de communication standardisés ouverts, que sont essentiellement BACnet et KNX, pour porter ces évolutions, que ce soit au niveau de la sémantique, donc c'est tout ce qu'on appelle le projet Haystack. On va essayer d'aller dire, par exemple, ce chiffre-là va correspondre non seulement à une température, mais avec un degré Celsius, dans telle pièce, tel émetteur, etc. Vraiment qualifier la donnée. Et puis, on va retrouver aussi des méthodes, enfin des spécifications techniques pour pouvoir développer des web services, mais de manière standardisée, comme si on standardisait la manière de développer une API quelque part. Et puis tout ce qui est, donc ça c'est le projet Open Connectivity Foundation, anciennement FRR. Et puis toutes les fonctionnalités liées au groupement Shred, qui là vient assurer une compatibilité point en point des installations. C'est essentiel pour avoir une mise à jour, une mise à niveau des installations à coût maîtrisé. Et puisque notre sujet essentiel, on l'a vu tout à l'heure, c'est la rénovation, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur de telles fonctionnalités. Donc on pense, nous, et on n'est pas les seuls à le savoir évidemment, puisque encore une fois c'est une dynamique internationale portée par les plus grands groupes, les plus grands programmes de recherche et développement des industriels, c'est de s'appuyer là-dessus pour avoir un développement sûr, efficace et à coût maîtrisé des smart buildings ou bâtiments intelligents, ou en tout cas les bâtiments de demain. Je pense qu'on peut parler de pérennité aussi sur Absolument. Ce type de sujet. Absolument, puisque contrairement à d'autres secteurs, typiquement comme la téléphonie ou l'informatique, où l'objectif c'est finalement de remplacer les terminaux le plus rapidement possible avec une sorte d'obsolescence, ici on est bien dans notre secteur du bâtiment,
En France, on le sait bien, puisqu'on dépend directement du ministère de l'Agriculture, on a des bâtiments qui doivent être valorisés, valorisables, et qui durent dans le temps. Je veux dire, factuellement, la durée de vie d'un bâtiment, c'est 50 ans, d'un point de vue réglementaire. En France, on est bien placé pour savoir que ça peut durer aussi bien plus longtemps. Donc, effectivement, la pérennité, pour cet aspect, pour l'aspect maîtrise des coûts, est absolument essentielle. Julien, sur la partie panorama, tu voulais ajouter quelques éléments? Oui, merci Estelle. Pour la partie technico-technique de l'utilisation et l'usage de BACnet, il est important d'avoir des solutions qui supportent bien nativement le protocole BACnet et son extensibilité. On l'a vu, par exemple, pour les gens qui font vraiment du panorama de manière pratico-pratique, que toute l'appréhension de la normalisation sur des référentiels Haystack ou ce genre de choses sont tout à fait envisageables sur une solution panorama qui s'appuie directement sur des propriétés de composants ou les règles de nommage automatique, d'arborescence, ce genre de choses, que l'on va retrouver sur des protocoles objets comme BACnet, peuvent être directement intégrés via l'import des configurations BACnet dans Panorama. On peut imaginer aussi une extension de la norme BACnet spécifique à Haystack, par exemple, qui permettrait d'ajouter tout ce référencement, cette contextualisation d'informations par rapport à positionnement d'un capteur, d'un équipement, sa performance, son rendement, les grandeurs mesurées, etc. Au travers de cette extension, on pourrait très bien imaginer récupérer ces informations directement dans Panorama sans avoir les saisir. Bien évidemment, s'interfacer ou utiliser Panorama, c'est seulement BACnet, c'est aussi bénéficier de toute l'infrastructure, de toutes les fonctionnalités tierces de Panorama. Je ne vais pas m'amuser à les énumérer, il y en a un certain nombre. Le fait d'être orienté objet permet aussi la similarité et la coaction et l'interaction des équipements via la supervision. Pour information, nous préparons actuellement la certification BTL, BACnet Test Laboratory. Aussi, Panorama, ce n'est pas seulement la partie supervision, on l'a vu sur le précédent slide, la partie terrain, la partie infrastructure, qui est aussi assez proche des outils Panorama, mais aussi donc la partie infosphère, qui reprend la partie haute, comme l'a dit Florent tout à l'heure, des notions de temps différé, d'agrégation d'informations, d'analyse, d'exploration. Un outil qui se veut aussi pérenne et évolutif, comme Panorama, avec des outils de conception d'IHM qui peuvent être très anciennes, mais aussi très modernes, voire futuristes parfois, des fonctionnalités de redondance, de répartition, d'IHM web, d'IHM mobile, des outils d'alerte, d'astreinte, de partage d'informations, d'open data, etc. Donc, du coup, sur cet aspect justement open data, reporting, c'est un aspect qui est extrêmement important pour pouvoir consulter l'ensemble des données qui ont été remontées via le terrain et via les bâtiments. Donc, pour vous faire un résumé et aussi pour ouvrir un peu le débat sur tous les sujets que l'on a abordés, Julien, tu voulais aborder aussi l'aspect, revenir un petit peu plus sur ce détail technologique d'aspect, je dirais, reporting précis. Je te laisse commenter le visuel que l'on a à l'écran, entre autres. Alors, d'un point de vue technique, je trouve qu'il y a 2 points importants à retenir sur cette présentation. Le fait que tout devient IP dans le bâtiment, que BACnet devient assez omniprésent, quelles que soient les technologies, ça a aussi de passerelles vers d'autres protocoles qui sont plus spécifiques à certains usages. L'arrivée de BACnet Secure Connect qui permettrait l'interaction, voire le pilotage d'un bâtiment à partir d'un autre. C'est assez récent. On se penche aussi chez Codera et Panorama sur cette fonctionnalité. Et le deuxième point, c'est l'effet colonne vertébrale du système d'information. Donc, on a IP qui est au cœur de l'infrastructure réseau, on a BACnet qui sert de protocole, et on a Panorama qui permet l'interaction réelle entre le terrain et les sphères supérieures, comme le présentait Florent tout à l'heure. Dans d'autres métiers, ça existe aussi. Dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle la convergence OT-IT. On va avoir des systèmes d'information, des systèmes informatiques très spécifiques, très spécialisés sur le reporting, l'analyse, et sur, par exemple, le BIM.
Et d'autre côté, des aspects très terrain, où on va retrouver des systèmes d'automatisme, des protocoles, des régulations, ce genre de choses. Oui, merci Julien, encore une fois. D'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment Quadra et toutes les équipes parce que vous portez exactement le même message qu'on a à cœur de tenir au niveau de l'association. Tu l'as dit, il y a un choix qui est fait d'un point de vue technique, mais aussi industriel, de baser les développements sur la technologie IP, pour des raisons bien précises que j'ai évoquées tout à l'heure. Tu as dit aussi quelque chose d'important, à savoir que en fonction des applications, des usages qu'on fait du bâtiment, on peut avoir différents protocoles, historiques ou pas, propriétaires ou pas, qui vont devoir néanmoins cohabiter, même si BACnet va rester le réseau fédérateur, le protocole fédérateur au niveau du bâtiment pour permettre la supervision complète de tous ces systèmes. Les protocoles, en particulier les protocoles standardisés, vont continuer à coexister. Et ce que je présente ici dans cette initiative internationale qui est IP Bliss, pour IP pour protocole IP et Building Lighting Integrating System. Donc cette initiative, c'est pas un nouveau protocole, c'est pas une nouvelle organisation, c'est vraiment un regroupement de différentes associations support des protocoles standards du bâtiment. Donc on va retrouver BACnet, KNX, mais aussi Open Connectivity Foundation, Swell Group dont je parlais tout à l'heure, Zigbee. Plus récemment, l'Alliance DALI a rejoint ce consortium finalement au niveau cette initiative au niveau international. Et l'idée, c'est de conjointement mettre tous les efforts pour avoir demain des bâtiments qui sont meilleurs, efficaces et pérennes d'un point de vue de la connectivité, mais qui vont pouvoir aussi permettre de faire évoluer ces bâtiments intelligents dans le temps en utilisant finalement le meilleur des protocoles en fonction des applications. Et donc, le but, c'est d'avoir un adressage et une sécurité de bout en bout pour que toutes les applications, tous les usages puissent, sur la base d'un réseau IP, finalement se désiloter et pouvoir utiliser les mêmes données mutualisées et avoir avec ça, finalement, des facilités d'intégration, ce soit bien plus rapide et bien moins coûteux d'aller maintenir, développer un système de GTB performant avec tous les usages au-delà des usages énergétiques. Et donc une grande flexibilité aussi au niveau des choix de transport physique, mais des différents usages qu'on peut faire. Donc cette initiative, elle est vraiment visionnaire, elle est déjà mise en œuvre pour avoir demain des bâtiments smart, efficaces, pérennes, et à coût maîtrisé. Et puis juste 2 points sur les technologies, les évolutions technologiques qui viennent au niveau des protocoles de communication. Finalement, ça va être des extensions des normes existantes. Alors pour la première, elle existe déjà maintenant, vous avez peut-être entendu parler, et puis Julien en a parlé tout à l'heure, c'est BACnet Secure, qui finalement vient mettre en œuvre les standards de cybersécurité qu'on peut retrouver dans d'autres grands secteurs comme l'aviation, voire dans le secteur militaire. Ces standards de cybersécurité adaptés au bâtiment pour assurer la sécurité des données. Et puis, un travail que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est absolument essentiel, c'est l'ontologie de la donnée, donc le projet Haystack. Alors, il y en a d'autres projets, mais c'est vrai que Haystack a vraiment un marqueur fort côté bâtiment et puis intégration interne dans BACnet et KNX pour pouvoir, encore une fois, avoir une donnée qui a du sens et une application externe sur IP puisse utiliser sa donnée facilement sans avoir à se poser 3 fois la question si c'est la bonne température, dans quelle pièce elle est, etc. Et qu'en ce sens, on réduise la production parfois inefficace de la donnée en tant que telle, à avoir uniquement la bonne donnée au bon moment. Voilà. Ces technologies sont essentielles pour la continuité et la performance finalement des protocoles de communication et derrière l'efficacité des systèmes de régulation GTB. Du coup, pour poursuivre sur tes propos, Florent, l'objectif c'est de poursuivre et d'avoir une performance qui soit optimale du bâtiment, donc du bâtiment dans son ensemble. Mais un bâtiment, il n'existe pas seul. Il n'est pas planté au milieu de la campagne. Il interagit aussi dans un quartier, dans un réseau, dans une ville. Et il faut prendre aussi en considération tout l'environnement autour. Et cette dépendance utilities, alors l'apport en eau, l'apport en électricité, tout ceci ne vient pas de nulle part. Donc on travaille aussi
sur les sujets de smart, d'éco-quartier, je vais le dire en français, et puis également de smart city, je vais le dire en anglais, parce que c'est un concept France et international aussi, pour remonter des données qui soient suffisamment précises et puis adapter les consommations d'énergie des villes qui sont constituées d'un ensemble de bâtiments d'un point de vue général. Grâce du coup en fait à cette mesure de consommation énergétique, et j'y reviens juste au niveau du terme parce que je pense que c'est vraiment important de le retenir, l'energy control on demand, qui est vraiment une notion d'adapter la consommation en fonction de l'usage du bâtiment que l'on en fait. On l'a vu avec le contexte Covid, l'usage d'un certain nombre de bâtiments ont évolué. Il y a des bâtiments qui se sont retrouvés vides instantanément, et puis on voit aussi les personnes revenir au fur et à mesure. Faut-il chauffer toutes les pièces? Faut-il éclairer l'ensemble du bâtiment? On est vraiment dans des cas extrêmement concrets de se dire je consomme ce dont aussi j'ai besoin. En fonction de ce que je vais utiliser dans ce bâtiment. On est sur une approche aussi qui est standardisée, et ça c'est une force, c'est-à-dire que plutôt que chacun dans son coin développe un certain nombre de protocoles et définisse ses objectifs par bâtiment, non, il faut uniformiser l'ensemble parce qu'une fois encore, nous sommes interdépendants les uns des autres. Donc on est dans un environnement donné. Donc du coup, demain ce sera peut-être des directives et des normalisations qui seront données à l'échelle d'un quartier. On parle beaucoup de la ville du quart d'heure, donc de se dire j'ai tout à disposition à moins de 15 minutes de là où je travaille ou de là où j'habite. Peut-être que ça va limiter les déplacements. Et là, on est vraiment sur un aspect vraiment écoquartier où je vais retrouver mon entreprise, l'école, mon logement, les magasins, plutôt que d'avoir des pôles qui soient différents, où c'était une époque des années 90 ou même 80, où j'avais tout mon pôle avec mes logements, ensuite j'avais les entreprises, les centres commerciaux, tout le monde est amené à se déplacer. Pour l'environnement, on n'était pas sur une optimisation géniale, on va dire. Donc Codra est également membre de l'association SBA, Smart Building Association, les tout autant BACnet, pour travailler aussi de pair et en conglomérat avec toutes les personnes qui sont actives sur ce marché. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Florent, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure finalement ce webinaire? Écoute, merci Estelle. Ouais, je voulais, si tu m'en donnes l'occasion, compléter ce que tu disais. Je pense que tu as tout à fait cerné l'approche que l'industrie de la régulation GTB, avec l'ensemble de la filière réunie au sein de BACnet, s'attache à promouvoir, à savoir une approche standardisée pour maximiser le confort, minimiser la consommation énergétique dans tous les bâtiments, et ça de manière indépendamment du type d'énergie, pour pouvoir tous ensemble finalement atteindre les objectifs réglementaires mais aussi sociétaux. On l'a vu, la COP26 montre qu'il y a une forte attente pour vraiment adresser le problème du réchauffement climatique, et avec finalement cette organisation standardisée, on a tous les outils pour déployer nos solutions. L'ADN de cette industrie, c'est bien de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Pour y arriver. Et pour y arriver, on est bien, et j'en profite encore une fois pour remercier Codra, l'ensemble des membres de BACnet, et à vous qui n'êtes pas encore membre, je vous invite vraiment à rejoindre notre communauté, parce que c'est bien ensemble qu'on arrive à être meilleur, et qu'on adresse là un sujet clé. On a tous envie, et les générations futures nous demandent aussi de réduire effectivement la consommation énergétique des bâtiments. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi à notre invitation. Du coup, je vois que nous avons un certain nombre de questions qui ont été posées sur notre chat tout au long de la présentation. Donc, on va procéder aux questions-réponses dès à présent, tous les trois, pour répondre à vos interrogations sur le sujet.